Il y a quelque chose de fascinant dans l'histoire du cinéma fantastique moderne. Cette manière qu'ont les mythes classiques de revenir sous des formes presque malades, comme des corps exhumés que le temps aurait mal digérés. Dracula n'est plus vraiment Dracula, Frankenstein n'est plus Frankenstein, les monstres ne surgissent plus des ténèbres, ils surgissent de la famille, du trauma, de l'héritage génétique, de la transmission patriarcale. Et c'est exactement là que se situe Abraham's Boys, A Dracula Story de Natasha Carmany. Le film adapte une nouvelle de Joe Hill, fils de Stephen King, ce qui est déjà une sorte de malédiction littéraire héréditaire. Joe Hill écrit souvent comme quelqu'un qui aurait grandi dans l'ombre d'un château gothique nommé Stephen King. Non pas dans l'imitation, mais dans cette obsession commune pour les familles rongées de l'intérieur. Chez King, comme chez Hill, les monstres servent rarement à parler des monstres, ils servent à parler des parents. Et ici, le geste est absolument passionnant. Parce que le film prend un personnage mythique de la littérature fantastique, Abraham Van Helsing, le grand chasseur de vampires de Bram Stoker, et pose une question presque obscène. Et si Van Helsing était fou? Pas fou au sens spectaculaire, pas le savant hurlant dans un laboratoire, mais fou comme peuvent l'être certains patriarches convaincus d'avoir raison. Fou comme les hommes qui pensent protéger leur famille alors qu'ils l'empoisonnent. Le film se déroule des années après Dracula. Van Helsing a quitté l'Europe avec Mina et leur fils. Ils vivent dans une ferme isolée aux États-Unis et déjà ce décor raconte quelque chose. Le gothique européen disparaît. Le château transylvanien devient ranch américain. Les brumes victoriennes deviennent poussière californienne. Le vampire migre vers le western. C'est extrêmement important. Parce que Abraham's Boys est un film hanté par la frontière américaine. On y sent presque l'ombre de John Ford, mais contaminé par l'horreur psychologique contemporaine. Van Helsing n'est plus seulement un savant, il devient un pionnier paranoïaque, une sorte de prophète biblique armé de pieux. On pourrait presque dire que Natasha Kermani réalise ici un croisement impossible entre le Dracula de Bram Stoker, The Witch de Robert Eggers, Frailty de Bill Paxton et There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson. Oui, There Will Be Blood, parce que le vrai sujet du film, ce n'est pas le vampirisme, c'est la contamination idéologique. Van Helsing transmet sa peur à ses fils, comme Daniel Plainview transmettait sa violence capitaliste. Le mal circule par la parole du père, et cela fait du film une œuvre beaucoup plus contemporaine qu'elle n'en a l'air. Ce qui rend le projet vertigineux, c'est qu'il retourne complètement le roman de Bram Stoker. Dans le texte original, Van Helsing représente la rationalité face au chaos, même si cette rationalité est étrange, mystique, pseudo-scientifique. Il est celui qui sait, celui qui comprend, celui qui nomme le mal. Mais dans Abraham's Boys, nous voyons les événements du point de vue des enfants. Et soudain tout change. Parce qu'un enfant ne voit pas un héros gothique, il voit un père inquiétant. Un homme qui enferme des femmes dans une cave, qui parle sans cesse de monstres, qui interdit le monde extérieur, qui contrôle tout. Et là, Natasha Carmany fait quelque chose de très intelligent. Elle transforme le récit vampirique en récit de gaslighting familial. Les garçons ne savent jamais si leur père dit vrai, et nous non plus. Le film joue alors avec toute l'histoire du cinéma fantastique, car pendant plus d'un demi-siècle, plutôt un siècle d'ailleurs, le spectateur a accepté le discours de Van Helsing. Mais pourquoi? Parce que le récit nous disait de lui faire confiance. Abrams Bombs démonte cette mécanique. C'est presque un geste postmoderne, comme si quelqu'un avait pris le canon gothique pour lui demander attendez, et si Lucie n'était pas un monstre? Et si ces hommes avaient simplement massacré une femme malade? Le film devient alors profondément ambigu, et cette ambiguïté est son arme principale. Le film appartient clairement à cette grande vague du post-aurore, même si le terme est agaçant. Depuis une quinzaine d'années, l'horreur américaine ne parle presque plus des monstres extérieurs, elle parle de la famille. Hereditary parle du poids généalogique, The Babadook parle du deuil, Relic parle de la vieillesse, Speak No Evil parle de la passivité sociale, The Witch parle du puritanisme familial. Et Abraham's Boys parle du patriarcat paranoïaque. Le vampire n'est finalement qu'un fantôme conceptuel. Le vrai danger, c'est Van Helsing. Et Tutus Welliver est remarquable justement parce qu'il ne joue jamais le méchant classique. Il joue un homme sincèrement persuadé d'agir pour le bien, ce qui est infiniment plus terrifiant. Son visage semble constamment sculpté dans le bois sec. Il parle comme un homme qui aurait dormi 30 ans dans une église abandonnée. Et surtout, il rappelle cette figure typique du cinéma américain, le père survivaliste. On pourrait presque imaginer que le personnage regarde des cartes, stocke des munitions et explique à ses enfants que le monde extérieur est corrompu. Le vampire devient alors une métaphore parfaite des paniques morales modernes. L'un des éléments les plus passionnants du film est Mina. Parce que Mina, historiquement, est le personnage sacrifié du roman de Stoker. Elle est contaminée, elle est sauvée, elle devient ensuite une épouse et une mère. Fin. Mais Abraham's Boys pose une question terrible.
Que devient une femme après avoir survécu à Dracula? Question magnifique, question presque jamais posée. Et le film répond, elle devient un champ de ruines. Mina ressemble ici à une héroïne de film gothique qui aurait survécu au générique. Comme si l'on suivait la dernière survivante 20 ans après le slasher. Elle est hantée, brisée, peut-être folle, peut-être lucide, et c'est là que le film devient profondément cruel, parce qu'il laisse planer l'idée que Van Helsing n'a peut-être jamais sauvé Mina. Peut-être l'a-t-il simplement enfermée dans une autre prison. Cette idée transforme rétroactivement tout Dracula en tragédie patriarcale. Ce qui rend le film particulièrement intéressant visuellement, c'est sa lumière. Contrairement au gothique classique noyé dans le noir, Abrahams Boys est souvent écrasé de soleil, et le soleil ne se rassure jamais. Il dessèche, il expose, il transforme les visages en terrain craquelé. On pense parfois au western existentiel, à Days of Heaven, à certains plans de Terrence Malick, mais contaminés par la folie religieuse. Le film parle énormément du protestantisme américain sans le dire frontalement. Van Helsing ressemble parfois à un prédicateur biblique persuadé d'être investi d'une mission divine. Et cela crée un parallèle fascinant entre la chasse aux vampires et les grandes paniques puritaines américaines. Le vampire devient une figure de l'impureté et Van Helsing devient une machine inquisitoriale. À ce moment-là, le film rejoint presque The Crucible ou La Lettre écarlate. Le fantastique se transforme en critique des systèmes de contrôle moral. Le titre est d'ailleurs magnifique. Abraham's Boys. Pas Dracula, pas Mina, pas les vampires. Les garçons d'Abraham. Le film parle donc des enfants condamnés à porter l'histoire d'un père. Et là encore, impossible de ne pas penser au cinéma américain contemporain. Le film dialogue secrètement avec Frailty de Bill Paxton, Take Shelter de Jeff Nichols, Midnight Special, The Night of the Hunter de Charlton, voire même Shining. Parce qu'il y a toujours cette même question. Que devient un enfant élevé dans la peur? Le plus beau dans le film, c'est que les garçons finissent par reproduire exactement les gestes du père. Et soudain, l'œuvre devient tragique. Même lorsqu'ils détruisent Van Helsing, ils deviennent lui. C'est absolument magnifique comme idée. Le monstre survit par transmission. Le vampire n'avait peut-être jamais besoin d'exister. Natasha Kermani n'est pas une cinéaste spectaculaire, et c'est précisément ce qui rend le film intéressant. Elle travaille le malaise, la lenteur, les silences. Elle filme souvent comme si quelque chose avait légèrement déplacé dans le réel. On sent l'influence du cinéma indépendant horrifique moderne, évidemment, mais aussi une forme d'élégance presque littéraire. Le film refuse les grandes explosions gothiques. Il refuse aussi le fan-service vampirique. Pas de Dracula flamboyant, pas de séduction opératique. Le vampire est hors champ, ou pire, peut-être imaginaire, et cela change tout. Parce que le spectateur est privé de confirmation. Nous voulons voir le monstre. Le film nous répond, et si le monstre était tout simplement un homme persuadé d'avoir raison? Le plus fascinant peut-être est que le film agit comme une critique involontaire du roman original, car Dracula est un texte profondément victorien. Le désir féminin y est monstrueux, la sexualité étrangère y est invasive, l'ordre masculin doit restaurer le monde. Van Helsing et ses compagnons forment presque une milice morale, et Abrams Boys regarde cela avec les yeux du XXIe siècle. Pas pour détruire Stoker, mais pour demander que cache cette croisade morale. Le film devient alors une sorte de contre-champ féministe et psychanalytique du roman gothique. Le film a d'ailleurs divisé la critique. Certains lui reprochent sa lenteur, son absence de payoff, son refus de spectaculaire. Mais c'est précisément cette frustration qui le rend intéressant. Abraham's Boys n'est pas un film conçu pour satisfaire, c'est un film conçu pour contaminer lentement le regard. Après le visionnage, on ne regarde plus Van Helsing de la même manière. Et c'est probablement la plus belle réussite possible pour un film dérivé. Parce qu'il ne recycle pas le mythe, il le rouvre comme une vieille blessure littéraire. Au fond, Abraham's Boys est un film sur la transmission de la peur. Les vampires importent peu, Dracula est presque déjà mort. Mais ce qu'il a laissé derrière lui continue de contaminer les vivants. Et c'est peut-être cela le véritable vampirisme du film. Non pas boire le sang, mais transmettre le trauma. Le plus glaçant, finalement, n'est pas qu'Abraham Van Helsing ait combattu des monstres. C'est qu'après avoir passé sa vie à regarder l'abîme, il soit devenu incapable de distinguer le mal de sa propre violence. Et dans le regard de ses fils, le grand héros gothique finit par apparaître comme ce qu'il était peut-être depuis le début, un homme terrifié tenant un pieu. Ce qui, dans l'histoire de l'humanité, a toujours été une combinaison catastrophique.